à toutes et à tous et bienvenue dans Profession humaine, le podcast où on met un peu de cœur, beaucoup de vécu, mais surtout une bonne dose d'humour dans ce qui occupe la moitié de nos vies, le travail. Je suis Isa Horvat et aujourd'hui, je pars l'épisode en vous parlant d'un post que j'ai vu passer sur LinkedIn qui a vraiment résonné en moi. Je vais vous le lire dans quelques instants, mais en gros, le post disait le danger pour une directrice ressources humaines, c'est pas de manquer d'expertise, mais c'est de vouloir sauver l'entreprise contre ses propres dirigeants. Le post a été publié par Nathalie Reiss. Je ne sais pas si c'est elle qui en est directement l'autrice, mais pour ma part, c'est d'elle que je l'ai lu. Alors, il va comme suit. Le danger pour une directrice ressources humaines, c'est pas de manquer d'expertise. C'est de vouloir sauver l'entreprise contre ses propres dirigeants. On devient directrice ressources humaines avec le sens du collectif, du progrès, de l'alignement. Parfois aussi avec un petit syndrome du sauveur. Alors, on reprend des situations usées, fracturées, en se disant « moi, je vais faire différemment ». On est la 4e personne à occuper le poste en 3 ans, mais on y croit. Alors qu'il faudrait, à un moment donné, ouvrir les yeux. Le problème, c'est pas l'implication, ni les résultats, ni l'engagement. Le problème, ça vient souvent de la représentation même de la fonction RH par certains dirigeants. Une perte de leur pouvoir, un cadre qui les gêne, une parole qui oblige à penser autrement, un changement de perspective qu'ils refusent. Alors, on fatigue, on doute, mais comme on est ultra professionnel, on en remet un coup encore. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de sauver l'entreprise contre ses dirigeants, mais d'exercer dans un contexte où le travail ressources humaines est vraiment possible. Et vous, avez-vous déjà tenté de transformer malgré vos propres dirigeants? Et le post se conclut en mettant les hashtags DRH, hashtag RH transformation, hashtag leadership RH, hashtag transformation, hashtag culture d'entreprise, hashtag management, hashtag dirigeant. Bon, vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'occupe des postes de gestion en ressources humaines depuis plus de 15 ans, donc ça m'a vraiment directement parlé. Mais même si ça parlait de quelqu'un qui travaille en ressources humaines, j'ai vu une réalité beaucoup plus large qui s'applique à beaucoup plus que juste les ressources humaines. C'est vrai, tu sais, quand on y pense, qui a jamais eu l'impression d'être celui ou celle qui voulait améliorer les choses, mais qui se heurtait à un mur? Donc, que tu sois une infirmière qui veut changer une procédure, mais qui se heurte au système, que tu sois un adjoint administratif ou même un directeur d'usine qui veut mettre en place une innovation, mais que le patron bloque pour une raison X, Y, Z, ou encore un analyste TI, par exemple, qui propose une amélioration, mais que la direction refuse, tout simplement. On vit tous ce sentiment-là à un moment donné. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment eu le goût qu'on parle de ça. Donc, comment faire changer les choses sans s'épuiser? Comment trouver sa place quand ton rôle, tes idées, tes ambitions, se cognent souvent à la réalité du leadership? Vous connaissez sûrement cette petite voix intérieure là qui nous dit moi je vais faire mieux. Moi je vais vraiment changer les choses. Ça c'est ce que on appelle avec un petit peu d'humour le syndrome du sauveur. On arrive dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle entreprise, puis on est convaincu là qu'avec notre énergie, notre vision, nos efforts, on va transformer la machine. Mais ce syndrome-là, il arrive pas seulement comme par hasard. Il prend souvent ses racines dans notre histoire personnelle ou professionnelle. Par exemple, beaucoup de leaders ou de professionnels engagés ont appris très tôt à prendre soin des autres, à se rendre utile, à combler les manques. Ce réflexe-là, ça devient presque comme une identité. Donc, on se dit, si moi je le répare pas, qui va le faire?
D'un point de vue psychologique, ce réflexe-là aussi, c'est parfois lié au perfectionnisme, hein, ou à un fort besoin de reconnaissance. On supporte pas de voir un processus qui est bancal, une organisation efficace, une organisation inefficace, pardon, ou une culture toxique. Au lieu de tolérer ou de composer avec cette réalité-là, ben, on se met comme en mission de sauver la situation. Puis il y a aussi une dimension collective et vraiment très noble à ça, ben c'est évidemment le sens du devoir et du collectif. Beaucoup de professionnels, notamment dans les ressources humaines, évidemment, mais aussi dans le milieu de la santé, de l'éducation ou dans le service public, beaucoup de professionnels dans ces milieux-là se lancent dans leur métier parce qu'ils veulent sincèrement améliorer les choses. Le problème, c'est que cette énergie-là peut rapidement se transformer en fardeau invisible, celui de porter la responsabilité de tout changer, même quand c'est pas possible. Petit clin d'œil ici, hein, on se dit toujours, mais moi, je vais faire différemment des 4 prédécesseurs avant moi qui ont échoué, tu sais. Puis au final, ben on se retrouve face aux mêmes murs qu'eux autres, des murs qui sont parfois beaucoup plus solides qu'on ne l'imaginait, inertie culturelle, des résistances politiques, des contraintes budgétaires ou simplement ben, la réalité humaine d'une organisation. Le résultat, ben, ce syndrome-là, à la fois humain, hein, parce qu'il traduit notre volonté d'avoir un impact positif, ben, ce syndrome-là, humain, peut devenir épuisant s'il n'est pas conscientisé. Parce qu'on finit par se heurter là, à des résistances qui dépendent pas de nous, puis par s'épuiser à vouloir tout porter sur nos épaules. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi, malgré nos efforts, il n'y a rien qui bouge? Très souvent, là, ben, ça vient d'un désalignement avec la direction. Des dirigeants qui voient un rôle ou une fonction comme une perte de pouvoir ou qui refusent tout simplement hein, de penser autrement par peur de perdre le contrôle ou encore ben, qui nient la légitimité d'une fonction parce qu'elle les oblige à réfléchir différemment. Puis ça, ben, c'est pas juste une impression, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon McKinsey, près de 70% des transformations échouent non pas à cause d'un manque d'idées ou de moyens, mais parce que le leadership n'est pas aligné ou n'est pas assez engagé. Et c'est là que le syndrome du sauveur trouve vraiment tout son terrain de jeu. Hein? Quand on entre dans une organisation, on croit que c'est les outils, les projets ou les plans stratégiques qui vont vraiment faire la différence. Hein? En réalité, ce qui bloque le plus souvent, mais c'est pas la stratégie, mais c'est l'humain qui est derrière la stratégie. Quand les dirigeants, ben, ils n'ont pas une vision partagée, chacun tire dans sa direction, puis l'organisation, ben, elle finit par s'essouffler. Quand le leadership n'est pas cohérent entre le discours et les actions, ben, les équipes perdent confiance. Hein? Elles se disent, pourquoi moi je m'investirais si ceux d'en haut ne donnent pas l'exemple? Quand les leaders ne sont pas vraiment engagés, les transformations, ben, ça devient vraiment là, des simples projets sur papier. Puis celui ou celle qui veut comme sauver la situation, hein, ben, il se retrouve seul de son côté en sur-régime. Ce chiffre-là de McKinsey, mais ça rappelle une vérité vraiment qui est essentielle, c'est qu'aucune transformation ne peut réussir sans un alignement fort du leadership. Puis ça, ben, aucun sauveur isolé ne va pouvoir compenser. Même la meilleure volonté du monde ne peut pas remplacer un collectif qui avance dans la même direction. Ça, ben, c'est un rappel qui est à la fois dur, mais libérateur en même temps. Dur parce que ça signifie que, ben, on peut pas tout changer, hein, mais libérateur en même temps parce que ça déculpabilise. Si une transformation échoue, ben, c'est pas toujours parce qu'on n'a pas assez donné. C'est peut-être simplement parce que le système, ben, il était pas prêt à bouger. Puis dans ce contexte-là, ben, c'est qui porte souvent le poids, hein? C'est les leaders intermédiaires, hein, ceux et celles qui sont au milieu. Assez proches des équipes pour comprendre la réalité, mais aussi assez proches des dirigeants pour voir leurs angles morts. C'est souvent eux qui endossent inconsciemment ce rôle de sauveur-là.
parce qu'ils voient les dysfonctions, hein, parce qu'ils savent à quel point la culture puis l'humain font la différence. Ils se disent, ah, je vais prendre ça sur mes épaules, je vais être le pont, je vais corriger ce que le leadership fait pas. Mais voilà, hein, comme le souligne McKinsey, il n'y a aucun effort individuel qui peut compenser pour un leadership désaligné. Même le leader le plus brillant, le manager le plus dévoué va finir par se heurter à ce plafond-là. Puis c'est exactement là que se crée la fatigue, l'usure, puis voire le désenchantement. Quand on se bat pour une cause juste, mais dans un contexte qui ne permet pas réellement de gagner. C'est là aussi qu'on doit redéfinir le rôle des ressources humaines et des leaders intermédiaires. Non pas comme des pompiers permanents qui réparent les incendies laissés par une direction incohérente, mais plutôt comme des catalyseurs qui accompagnent. Oui, mais qui savent aussi poser des limites, nommer les incohérences, puis rappeler que la transformation ne repose pas seulement sur une seule personne. En d'autres mots, arrêtez de vouloir sauver malgré les dirigeants, puis choisissez d'exercer là où le leadership est prêt à être transformé. Ça veut dire quoi? Ben que parfois le problème, c'est pas toi, ni ton implication, ni tes résultats. Le problème, c'est le contexte. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, une infirmière qui proposerait une nouvelle méthode beaucoup plus efficace, mais que la direction refuse parce que on a toujours fait ça comme ça, puis c'est trop compliqué là, il y a trop de paperasse à remplir pour changer ça, faudrait qu'on aille chercher trop d'approbation, puis ça fonctionne quand même bien là, hein? On a toujours fait ça comme ça, hein? La bonne vieille phrase, on a toujours fait ça comme ça, puis ça fonctionne. En d'autres mots, hein, donc pourquoi s'améliorer? Par exemple, il y a aussi, on pourrait parler d'un gestionnaire de projet qui proposerait de moderniser certains outils, mais que le patron refuserait hein, de mettre ces outils-là en place parce qu'il craignait, dans le fond, de perdre le contrôle. Parce que avec ces outils-là plus modernes, en ligne par exemple, ben, les gens auraient accès beaucoup plus rapidement à l'information, puis peut-être plus rapidement que lui, puis ben, il pourrait pas comme filtrer ou gérer l'information. Puis il y aurait l'impression, en fait, il y aurait une crainte de perte de contrôle. Fait que dans ces moments-là, on a beau mettre toute notre énergie là, mais on se fatigue, on doute, puis parfois ben on s'épuise. Puis là, ben, on va être honnête ici, là, moi aussi, hein, j'ai souvent cru que je pouvais sauver certaines situations. Je me suis dit, hey, si je mets assez d'énergie, là, si je prouve, si je démontre ma valeur, si je reste ultra professionnelle avec mon expertise, là, je sais que ça va marcher. Puis en plus, ben, il faut que je l'avoue, hein, les gens qui me connaissent le savent, moi, j'ai toujours été une première de classe, hein. Pour moi, travailler fort, donner le meilleur de moi-même, ben, ça devait forcément mener toujours à des bons résultats. Alors, quand je voyais clairement, avec mon expertise ressources humaines, qu'est-ce qui clochait dans une organisation, ben, je pensais que, justement, en me dévouant totalement, en mettant les efforts, ben, c'était certain que j'allais réussir à changer la donne. Mais voilà la réalité. Hein? Parfois, on se retrouve seul à voir ce que l'on voit, pendant que nos collègues gestionnaires, mais malgré toute leur bonne volonté, ben, ils rament sans cesse à contre-courant. C'est pas qu'ils veulent pas avancer, mais c'est plutôt que le courant y est trop fort. La direction du navire, mais est juste pas la bonne, est pas la même que toi. Puis là, ben, peu importe l'énergie que tu vas mettre, là, ben, tu vas finir par t'épuiser hein, à essayer de ramer toute seule dans la bonne direction. Un jour, là, j'ai compris que le contexte de l'entreprise, en fait, était tout simplement pas prêt. C'est un moment, tu sais, encore une fois, comme je disais tantôt, à la fois difficile, mais libérateur, tu sais, parce que ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, hein, moi, de mon réflexe naturel à obtenir des résultats coûte que coûte, mais en même temps, c'était libérateur parce que ça m'a fait réaliser que ma valeur à moi ne se mesure pas à ma capacité à sauver des structures qui ne veulent pas être sauvées. Donc, si au fond, le vrai courage, c'était pas plutôt d'accepter ça, hein?
Si on arrêtait de se définir uniquement parce qu'on est capable de transformer, pour se rappeler que ce qu'on est capable de préserver, c'est plutôt ça l'important, hein? Préserver notre énergie, préserver notre équilibre, puis préserver notre dignité. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour garder notre envie de transformer les choses sans finir complètement vidé. Parce que la réalité, c'est qu'on veut rester engagé, hein? On veut être porteur de sens, mais on doit aussi trouver des façons de protéger notre énergie. Donc, moi, j'avais envie, en fait, de vous parler de 4 pistes que j'ai trouvées dans mes recherches, puis à travers des discussions avec des consoeurs, des confrères, qui peuvent nous aider justement à avancer, puis à continuer de suivre notre chemin de vie qui nous passionne, mais aussi qui nous permet de protéger, là, de nous protéger à travers tout ça. Donc, la première piste que j'avais envie d'explorer avec vous, c'est de clarifier son rôle, mais clarifier aussi ses limites. Donc, puis j'en ai parlé souvent hein, dans les derniers épisodes, donc vraiment, le rôle de chacun, les limites de chacun, c'est une étape qui est fondamentale. Faut se demander, jusqu'où je peux aller sans me perdre? Hein? Qu'est-ce qui relève de moi, personnellement? Puis qu'est-ce qui relève du système? Parfois, on en prend trop sur nos épaules, hein? Puis on croit que tout dépend de nous. Mais en réalité, il y a certaines décisions qui sont structurelles, hein, qui sont politiques même, puis qui nous dépassent. Un exemple concret que je pourrais vous donner, c'est par exemple, justement, je suis bien placée pour le voir, mais une directrice ressources humaines qui essaierait de réformer, dans le fond, toute une politique salariale, par exemple, une politique salariale d'une entreprise, mais qui n'a pas l'appui du comité exécutif. OK? On peut passer des mois à élaborer des grilles, à rencontrer des équipes, à négocier. Mais si les membres de la direction ne sont pas alignés, le rôle de la directrice ressources humaines, c'est pas de forcer. Son rôle, au final, ça va être de proposer, d'accompagner, puis de conseiller. Pas de porter seule une bataille qu'elle ne peut pas gagner. Hein, souvent, on le dit, hein, on est en ressources humaines, on le dit souvent, mais je sais que vous êtes plusieurs là, dans vos organisations à dire, au final, là, la décision, ça m'appartient pas. Hein. On est dans un rôle conseil. On est là pour lever les flags, pour mettre la lumière sur ce qui doit être vu. Mais après ça, un coup que la recommandation est faite, la direction, c'est la direction, puis on peut pas rien changer. La deuxième piste, justement intéressante là, que je pourrais vous donner, c'est justement de se chercher des alliés. Parce que changer seul, mais évidemment, c'est mission impossible. Hein? Mais avec des collègues, des alliés, des sponsors dans la direction des fois aussi, mais ça devient un peu plus possible, aussi des fois peut-être plus légitime. Donc, évidemment, hein, la fameuse phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est un exemple parfait, là, dans le fond, de ce que j'essaie de vous illustrer ici, là, donc, je vous donne un exemple, un gestionnaire qui voudrait instaurer une culture de feedback régulier dans une entreprise, qui essaierait tout seul, de vraiment, driller les gestionnaires à mettre en place cette culture-là, ça serait perçu comme une initiative RH. Hein. Mais par exemple, si un directeur opérationnel embarquait lui aussi, hein, puis montrait l'exemple avec son équipe, tout à coup, le message deviendrait beaucoup plus fort. C'est le fameux effet domino. Hein. On ne change pas une culture seule, mais à plusieurs, les petites actions s'additionnent. Le troisième exemple, là, en fait, que j'avais envie de vous parler, c'est de savoir fixer ses limites, puis de savoir lâcher prise. Hein. Ça, c'est pas juste dans le contexte professionnel, mais c'est aussi dans la vie en général, hein, mais c'est probablement la chose la plus difficile,
surtout quand on est perfectionniste ou première de classe. Parfois, la vraie victoire, là, c'est de savoir quand arrêter. Quand dire, OK, là, c'est pas de mon ressort, c'est pas mon combat. C'est pas mon combat à moi. Puis, parfois, même la décision la plus saine, c'est carrément de choisir un autre environnement où notre énergie va être mieux investie. OK? Donc, je vous donne, un exemple, c'est vraiment l'exemple parfait où, à un moment donné, un professionnel qui se rend compte que son entreprise refuse systématiquement tous ses projets de développement organisationnel ou, peu importe la réalité des propositions là, qui sont mises de l'avant, ben après plusieurs tentatives, là, il comprend que c'est pas un manque de compétences de sa part, mais c'est vraiment un manque d'ouverture du contexte et puis de l'environnement. Dans ce cas-là, ben lâcher prise, ça veut pas dire échouer, hein. Ça veut dire protéger son énergie, puis peut-être trouver un environnement où son expertise va être réellement valorisée. Puis le dernier, je dirais, je vais pas dire conseil, mais la dernière chose que, vraiment, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on devrait tous mettre en place, ben c'est de prendre soin de soi. OK? Le syndrome du sauveur, ça a été prouvé, les études le démontrent, là. Les gens qui ont le syndrome du sauveur, ben, ça mène souvent au burn-out ou à une dépression. Puis pas juste dans la vie professionnelle. Quelqu'un dans sa vie personnelle qui a le syndrome du sauveur avec, par exemple, un ami, un amoureux, une amoureuse, ou quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais qui veut pas s'aider lui-même, là. Ben ces personnes-là qui ont ce fameux syndrome-là du sauveur, mais c'est très difficile parfois de se relever parce que à un moment donné, on finit par toujours se mettre au niveau de celui ou celle qu'on veut sauver, hein, en parenthèse. Donc, la fameuse expression quand on dit à un moment donné, certaines personnes ou certaines structures me tirent vers le bas. Hein? Donc, c'est un exemple parfait. À un moment donné, il faut lâcher pour remonter à la surface. OK? Votre valeur ne se mesure pas à votre niveau d'épuisement. Je me souviens, on en avait parlé à ma première épisode, quand on parlait justement de travailler mieux pour travailler moins. Ben c'est là où ça prend tout son sens, en fait. OK? Donc, je donne un exemple, au niveau professionnel, une vice-présidente qui s'impose d'être disponible 24/7 là, pour répondre à son président tout le temps, quand il y a des crises ou n'importe quoi, puis qui finit par s'oublier complètement, hein, jusqu'au jour où elle n'a plus du tout d'énergie à donner. Parce que quand elle regarde alentour d'elle, elle se rend compte que, à part elle, là, ben, il n'y a pas personne qui répond 24/7. Il n'y a personne qui prend action à 3 heures du matin parce qu'elle vient de recevoir un courriel. Tu sais, un leader vidé, là, ça n'aide plus personne. Prendre soin de soi, ça peut vouloir dire instaurer des limites de temps. Se donner le droit, premièrement, de déconnecter. Se donner le droit de consulter un mentor, un coach ou un professionnel de la santé, hein, aussi, que ce soit santé physique ou santé mentale. Ou simplement de se rappeler que pour bien accompagner les autres, ben, il faut absolument commencer par soi. C'est le fameux, la fameuse comparaison, là aussi, souvent, ça vient de me revenir que je me fais souvent dire, je me fais souvent rappeler ça, là, comme exemple, des fois dans des discussions avec des collègues. Mais, tu sais, le fameux exemple quand on dit, dans un avion, quand tu es avec ton enfant, puis que les masques descendent, pour ceux et celles là, qui ont déjà pris l'avion avec des jeunes enfants, là, ça a été mon cas, là. Donc, puis je me rappelle, l'agent de bord m'avait dit ça, puis j'avais fait « Hey, c'est vrai qu'ils disent ça pour de vrai! » Dans un avion avec des jeunes enfants, si les masques tombent, parce que peu importe, il y a une urgence, l'agent de bord va te dire « Maman,
tu mets le masque à toi-même en premier. Et après ça, tu le mets à ton enfant. Parce que si toi, t'es pas là pour l'aider, ton enfant, c'est sûr qu'il survivra pas. Tandis que si toi, tu t'aides en premier à survivre puis à être bien équipé là, pour vivre, ben, tu vas pouvoir aider ton enfant puis tu vas pouvoir le protéger. Donc, ça fait réfléchir quand même. Tu sais, ces 4 pistes-là, ben ça garantit pas nécessairement qu'on va réussir à tout changer, évidemment, mais ça garantit que peut-être qu'on va un petit peu plus durer dans le temps, qu'on va garder notre flamme, puis surtout, ben qu'on va rester entier. Parce qu'au fond, ben transformer sans s'épuiser, c'est peut-être ça, hein, le vrai leadership. On croit souvent que changer les choses, c'est une question de force, d'endurance, puis de capacité à tenir plus longtemps que les autres. Mais en réalité, là, le vrai courage, c'est parfois de poser ses limites, de chercher ses alliés, de dire non quand il faut, puis de se rappeler qu'on n'est pas seul. Un leader qui prend soin de lui, ben c'est un leader qui dure, sachez-le. Un leader qui dure, ben c'est justement un leader qui finit vraiment par transformer. Alors voilà, mais vouloir changer, c'est beau, c'est noble, c'est même une preuve d'amour envers son métier, envers son organisation, envers les gens. Je sais qu'on est des centaines et des milliers même de personnes sur le milieu du travail qui sont là pour les bonnes raisons. Mais parfois, vouloir changer seul contre un système qui résiste, ben c'est un combat qui est perdu d'avance. Puis ce n'est pas un échec, OK? Hein, vous connaissez le dicton, on ne peut pas verser de l'eau d'un verre qui est déjà vide. OK? Puis moi, j'ajouterais à ça, mais on peut pas non plus transformer un système qui est pas prêt à se transformer. La vraie force, là, c'est vraiment de reconnaître ce moment-là. C'est d'accepter que de dire stop, de poser ses limites, ou même de changer de contexte, d'environnement, d'organisation, ben ça ne diminue en rien votre valeur professionnelle. Puis au contraire, ça prouve que vous savez préserver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire votre énergie, votre équilibre et votre humanité. Et vous, si je vous demandais, est-ce que vous avez déjà tenté de transformer malgré vos dirigeants? Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ce sauveur-là fatigué? Je serais tellement honorée de lire vos histoires. Venez m'en jaser sur LinkedIn ou même en privé. Ça va me faire un immense plaisir d'échanger avec vous. Et je tiens également à vous remercier encore une fois pour l'accueil chaleureux que vous faites à mon podcast, à toutes à tous les épisodes, en fait à toutes les 2 semaines quand je mets un nouvel épisode en ligne. C'est mon 3e aujourd'hui. Ça me rend heureuse comme vous pouvez pas savoir. Merci pour vos mots bienveillants, tout le monde. Merci pour votre feedback. Vous avez été constructif, vous avez été positif. Merci beaucoup. Je pense vraiment, sincèrement, qu'en parlant de la réalité du milieu du travail, de l'aspect humain, ben on va tous ensemble contribuer en fait là à faire en sorte que ben là où on passe la moitié de notre temps, 40 heures par semaine, plus ou moins là selon votre environnement de travail, ben ça va faire en sorte que ça va être plus agréable pour tout le monde, puis tout le monde va être grandi de ça. Alors, ben merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de mettre du cœur au travail.